Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Objectif 2200. Aujourd'hui nous allons regarder la dernière partie de l'Open International d'Avoine qui m'a opposé à Merlin Duval, classé 1758. Pour cette dernière partie, je n'étais pas spécialement inspiré parce que, après quelques vérifications, il s'avère que mon adversaire est un partisan de la Trompovski. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Trompovski, c'est une arme qui se joue principalement sur cavalier F6, donc D4 cavalier F6, suivi de la sortie précoce du fou de case noire en G5. L'idée, c'est de menacer directement le cavalier, de menacer une éventuelle prise et ainsi opter pour un jeu principalement orienté sur les couleurs. Les blancs auraient alors potentiellement une domination sur case blanche avec 3 pièces mineures pouvant jouer sur case blanche, tandis que les noirs, eux, n'auraient que 2 pièces mineures pouvant jouer sur case blanche, mais en échange, ils auraient la paire de fous. Il est bon à savoir que la Trompovski peut se jouer également sur du D4, D5, sur une approche, on va dire, un petit peu plus conventionnelle, et dans ce cas, on appelle ça la pseudo-Trompovski. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mon adversaire a joué fou G5. Bon, il faut savoir que je ne l'ai pratiquement jamais rencontré au cours de ma carrière. J'ai dû la rencontrer en tout et pour tout 5 ou 6 fois sur les centaines de parties jouées, donc c'est vraiment négligeable. Et c'est particulièrement dérangeant dans le sens où j'ai plutôt l'habitude de jouer avec du E6, ou peut-être même une recherche E5, mais cette fois je ne peux pas le faire. En effet, fou G5 crée un vis-à-vis par rayon X, et dans ce cas, mon pion E7 est cloué. Là je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire en vérité? Est-ce que je veux juste développer ma dame? Est-ce que je veux pouvoir pousser le pion E? Est-ce que je veux pouvoir contre-attaquer? Et quand bien même ce serait le cas, où voudrais-je réellement attaquer? Je pars d'un principe que le fou, tant qu'il est en G5, il est plutôt bien placé. En effet, il peut reculer, notamment en D2 en cas d'échec. Je décide donc de le forcer à reculer, à changer de ligne, et je joue donc H6. L'idée de H6, c'est de l'encourager à reculer. En cas de fou F4, dans ce cas, on transposerait dans un système de Londres où le coup H6 ne serait pas nécessairement utile. Après, ce n'est pas un coup perdu, mais ce n'est pas un coup qui favorise la position noire. Il y a eu fou H4, et là je me suis dit, ok, maintenant je peux jouer dans l'esprit, on va dire, d'une sortie précoce de la dame. Je veux taper sur B2 qui n'est plus protégeable en l'état par le fou, peut-être par la dame avec dame C1, peut-être en se protégeant de lui-même avec la poussée B2, B3. Mais pour ça, il faut que je puisse jouer dame B6. Je décide donc de jouer C6, ce qui me permet de surprotéger également le pion D5. C'est accessoire, mais c'est important de le noter. Je veux absolument sortir mon fou de case blanche, probablement en F5, peut-être en G4, ça dépendra de la disposition des pièces blanches, pour ensuite jouer du E6 et avoir une structure pyramidale assez solide, qui n'est pas sans rappeler la semi-slave ou une variation du système de Londres inversée. C3, fou F5. Mon idée, là, c'était de jouer comme si j'avais les blancs, de jouer dans l'esprit d'un système de Londres, mais inversé, avec deux objectifs. Un objectif primaire, qui va donc primordial, devrais-je dire, qui est de favoriser la poussée E7-E5 dans de bonnes conditions. Je veux jouer mon coup libérateur, c'est-à-dire favoriser la sortie et le repli de toutes les pièces mineures sans être bloqué par une chaîne de pions. Et j'ai un objectif secondaire qui n'est pas moins important, mais disons que si je ne le mets pas à bien, ce n'est peut-être pas si grave. Eh bien, c'est contester la case E4 et donc empêcher ou retarder le plus possible le coup libérateur de mon adversaire.
E3, Dame B6. Je vois que mon adversaire a opté également pour la structure pyramidale, la même que celle que je souhaite mettre en place, du moins pour le moment, c'est ce que je souhaite mettre en place, peut-être que ça va évoluer. Et là, il n'a pas 36 solutions. J'attaque son pion B2, et il doit choisir. Soit il le protège, et dans ce cas, il va devoir utiliser soit la dame, soit le pion en lui-même, et dans ce cas, en cas de poussée du pion, certes, il contrôle de bonnes cases, mais chaque poussée de pion crée inévitablement un affaiblissement structurel. Donc là, ce serait plutôt les cases A3 et C3 qui seraient affaiblies. S'il utilise la dame, peut-être avec du dame C1, dans ce cas, la dame est relativement passive. Elle est plutôt bien placée pour favoriser la poussée C4, mais en ce cas, les blancs auront perdu du temps. Et ici, il y a non pas une règle, mais plutôt, comment pourrais-je dire, c'est comme une espèce de convention. Lorsqu'il y a une attaque précoce sur le pion B, par la dame, on propose un échange de dames. C'est d'ailleurs ce qui a été joué, mais n'allons pas trop vite. Donc il peut choisir de défendre son pion, comme il peut choisir de le laisser, et dans ce cas peut-être opter pour un sacrifice du pion B2. C'est un pion sanctuaire, donc potentiellement il peut y avoir une idée d'enfermement, mais ce n'est absolument pas concluant, vu qu'il n'y a pas de tour B1 pour taper ensuite sur le pion B7 en cas de dame prend B2. En effet, le fou contrôle cette case. Il a donc réagi très très vite avec dame B3. Et ici, le débat reste ouvert. Est-ce que les noirs doivent prendre ou est-ce que les noirs doivent encourager la prise par les blancs? Le débat reste ouvert parce que celui qui prend va créer une déstructuration exploitable, à savoir des pions doublés. Mais le camp qui subit la prise, en échange des pions doublés, va avoir une colonne semi-ouverte. La colonne semi-ouverte, pour rappel, c'est une colonne qui profite généralement au camp qui ne possède pas le pion. Donc en l'occurrence, si d'aventure j'avais choisi dame prend B3, il y aurait eu A prend B3, et dans ce cas, j'offre la colonne A à mon adversaire. Et le fait d'avoir des pions doublés, en fait, c'est pas si mal, parce qu'il peut y avoir des béliers, plusieurs tremplins, il peut y avoir du C4 avec un maximum de soutien, il peut y avoir du B5 via B4, suivi d'une nouvelle poussée du pion B2. Ça peut être extrêmement dangereux. J'ai donc décidé de ne pas prendre, mais plutôt de poursuivre le développement avec cavalier D7. Cavalier D7, ce n'est pas tant pour protéger la dame B6, bien que j'évite une déstructuration, mais c'est surtout pour favoriser la poussée E5. C'est mon coup libérateur. Je vois que actuellement, le ratio attaque-défense serait plutôt en ma faveur. Mon adversaire serait alors l'attaquant. Il attaquerait une seule fois la case E5. Et moi, je la protège une fois. Bien entendu, il décide de jouer cavalier F3 pour mieux contrôler la case E5. Je ne peux plus jouer E5, en tout cas pour le moment. Je poursuis mon développement avec cavalier GF6. Il est important de noter que j'ai aussi retardé le développement du cavalier G en F6 pour éviter une prise immédiate et une déstructuration. En jouant cavalier D7 d'abord, je m'assure de la protection de la case F6 et donc j'évite la déstructuration. L'ordre de coup est un petit peu particulier, mais là je me sens bien. Je me sens confiant. Il n'y a rien de gagné, rien d'assuré, mais je ne me sens pas en danger. Cavalier BD2, E6. Par un ordre de coup assez habile, du moins j'aime à le penser, j'ai joué un système de Londres inversé. Et là, je pense que ça doit être à peu près égal. Peut-être un très léger avantage pour les blancs, mais peut-être de pas grand-chose. Parce qu'ils ont le trait, mais ça s'arrête là. A4, un coup de provocation. Son idée, au-delà de prendre de l'espace, c'est de favoriser l'échange de dames, mais cette fois, il n'y aura pas de reprise avec le pion A. Il y aurait reprise avec le cavalier.
il menace également la poussée A5 pour chasser la dame, puis éventuellement A6 pour attaquer la base de la chaîne de pions qui défend C6. C'est plutôt malin en vérité. Je décide de ne pas en tenir compte. Après tout, en cas de A5, je peux d'abord échanger dame, puis bloquer tout le jeu avec A6. Je joue donc fou D6. Mon objectif reste le même, atteindre un bon développement et surtout favoriser la poussée E6, E5, donc jouer mon coup libérateur et atteindre mon objectif primaire. A5, cette fois je décide d'échanger les dames. Je ne suis pas convaincu par la dame C7, il pourrait y avoir du C4 suivi de C5, donc menaçant l'enfermement du fou. Bien entendu, il peut y avoir du E5, mais il y a du C5, du fou E7, et là, je suis pas spécialement convaincu. Il y a quand même une grosse prise d'espace. Si on suit le doigt, les blancs ont une belle expansion à l'Elda, mais là, ok, j'ai joué mon coup libérateur, mais je suis pas convaincu. J'ai donc décidé, sur A5, d'accepter l'échange de dames. Au moins, je sais que le cavalier n'est pas si bien placé que ça. En effet, les cavaliers, lorsqu'ils se trouvent sur les colonnes B ou G, donc les colonnes dites du cavalier, celui-ci n'est pas très bien placé. Parfois, il est même préférable, c'est assez paradoxal, mais il est parfois préférable de le mettre sur une colonne tour, donc A ou H, pour mieux se replier vers le centre. Je sais, c'est un petit peu paradoxal. Cavalier prend, petit roc. À la fin du 11e coup, j'ai terminé mon développement. J'ai sorti toutes mes pièces, je m'apprête à jouer prochainement mon coup libérateur. J'ai même la poussée latérale C5 en cas de besoin. Donc j'ai E5, C5, je peux aussi jouer avec du B6 pour attaquer la tête, mais attention, ça offre A6 et les cases blanches, donc notamment A6 et B7, ça va être assez délicat. Là, pareil, je me sens pas en danger. Et là, mon adversaire joue C4. Je comprends immédiatement qu'il y a un problème avec ce coup. Je vois bien qu'il veut pousser C5, qu'il s'attend à une éventuelle prise pour gagner un temps de développement, mais il joue beaucoup trop souvent ses pions, il ne favorise pas son développement, et surtout, il me laisse des lignes ouvertes menant directement à son roi. Je vois que je peux prendre le contrôle de cette diagonale, je vois que mais il n'y a pas de vis-à-vis avec le fou H4, donc je peux m'installer au centre. Je vois que je peux également essayer de chasser son cavalier par G5, G4, et donc récupérer E5. Je sens qu'il y a pas mal de motifs tactiques. Du coup, je décide d'éviter un éventuel échange fou H4 prend cavalier F6 en jouant cavalier E4. Ce qui me permet aussi de contrôler D2, d'attaquer F2, de mieux contrôler G3, même si c'est déjà très bien contrôlé par les blancs, notamment par deux pions. Fou D3, et là, je comprends immédiatement que mon adversaire vient de commettre une terrible erreur au niveau tactique. En effet, il vient de créer un vis-à-vis offensif. Objectivement, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il est vivement déconseillé de commencer à attaquer en utilisant des pièces en l'air, donc des pièces non protégées. Elles ne sont pas nécessairement attaquées, mais avoir une pièce en l'air en attaque, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Ici, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour rechercher la combinaison qui permet de gagner du matériel en profitant des différents motifs tactiques, à savoir l'utilisation du roi au centre, des lignes ouvertes, le vis-à-vis avec des pièces en l'air, un enfermement et peut-être un cavalier élastique. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à rechercher la combinaison et à la noter dans les commentaires. Ici, je décide de jouer G5. Bien entendu, je dégarnis mon roi, mais j'attaque son fou. Le fou ne va pas se sacrifier. C'est possible, mais ce n'est pas cohérent. Il aurait pu, jouer fou G3
Mais dans ce cas, le vis-à-vis devient encore plus dangereux. Ce qui m'empêche de prendre le fou D3, c'est la présence du cavalier E4. Je vais donc l'enlever. Mais pour le mettre où? Pour le mettre en G3. Ce qui me permet de capturer une pièce. C'est donc un coup forcé, c'est une prise. J'attaque également la tour. Mais j'assure la protection du fou F5 qui est à la fois un attaquant et un défenseur, mais qui est surtout sous tension avec le fou D3. Grâce à ce cavalier élastique, j'aurais pu gagner du matériel. Si pion prend cavalier, fou prend fou, pièce de plus. Si fou prend F5, j'ai le choix. Je peux faire cavalier prend fou, pièce mineure de plus, ou bien prendre la tour tout en attaquant le fou, mais en ayant parfaitement conscience que le cavalier va devoir se sacrifier en F2. Je pense sincèrement que j'aurais pris le fou en F5. Voyant cette combinaison, mon adversaire s'est jeté, on va dire, dans les complications tactiques avec fou prend E4. Là, bien entendu, si je décide de reprendre avec le fou, bah, ma position reste bonne. Il y a fou G3, mais je ne gagne plus vraiment de matériel. Alors que si je fais D prend E4, j'attaque 2 pièces en même temps. Et avec 2 pions qui plus est. Si le cavalier bouge quelque part, je mange le fou. Si le fou bouge en G3, je mange le cavalier. Enfin, je prends d'abord le fou G3 pour éviter de faire un simple échange. Et ensuite, je mange le cavalier. Cela va de soi. Et là, mon adversaire commence à réfléchir. Je pense qu'il comprend que sa position est fortement dégradée, que ses chances d'avoir une bonne position et de s'orienter vers la victoire, ses chances s'amenuisent. Et il tente un sacrifice. D'un point de vue purement pratique, c'est peut-être la meilleure option. Il a donc tenté le sacrifice, cavalier prend G4. Cavalier prend G5, pardon. H prend, fou prend. Son fou ne peut pas se replier, donc les cases noires, à l'aile dame et au centre, peuvent m'appartenir. Je décide de faire fou B4 échec. Au moins, j'ai la certitude que le roi ne fera pas de petit ou de grand roc. Même en cas de cavalier D2, je peux tout échanger et le roi reste au centre. Mais est-ce que j'ai réellement envie d'échanger, sachant que le fou ne peut pas être chassé, il ne peut pas être capturé pour le moment? Je pense que sur cavalier D2, je n'aurais pas pris. Roi E2, et là je me pose la question, ok Jacques, t'as gagné une pièce, c'est bien, mais tu fais quoi maintenant? Je vois que je peux attaquer sur case blanche, avec fou G4, pour avoir des tirs croisés, un peu dans l'esprit d'un mat de Boden. Mais je vois qu'il a juste F3, pion prend, attaquant le fou, ça ne va pas. Je vois que son fou n'a pas énormément de cases. Donc peut-être que je peux jouer avec du F6 pour le chasser. Et jouer avec du tour F7, tour G7, voire tour H7 et jouer sur des colonnes semi-ouvertes. Ok, c'est un début de plan. Je vois la case D3 qui me fait de l'œil. J'aimerais bien y installer un cavalier. Et dans ce cas, je dois passer par C5 ou par E5. Et dans ce cas, ça veut dire que je dois favoriser les poussées, soit C5, soit E5. Il y a beaucoup d'idées qui se mélangent dans ma tête, et là, je décide finalement de jouer F6. Au moins, le fou va aller en H4. Je sais qu'il n'ira pas en H6. En effet, en cas de fou H6, il y a du tour F7, tour H7. Voilà, je sais que le fou va être bientôt enfermé. Peut-être que le fou va aller en F4, mais j'ai toujours du E5, ça devient compliqué. Donc je joue F6, et là, je m'attendais à du fou H4, fou G3, et non, il joue quand même fou H6. Ah bah décidément, j'ai mal évalué la position, ou du moins j'ai mal évalué le potentiel de contre-attaque de mon adversaire. J'étais persuadé qu'il n'allait pas jouer fou H6. Donc là je me concentre, et je me dis, mais en fait tour F7,
Bah, ça m'apporte rien en vérité. Oui, je me menace de faire du tour H7, fou F4, je peux revenir en G7, j'ai toujours à pousser E5, mais il y a fou G3 et en fait j'ai pas vraiment amélioré ma position. Du coup, il faut que je me pose la question différemment, qu'est-ce que je souhaite ouvrir? Pas qu'est-ce que je souhaite faire, mais qu'est-ce que je souhaite ouvrir? Ben, j'aimerais ouvrir la colonne D. Donc je joue tour F D8. Mon objectif c'est de favoriser soit E5, soit C5. Tour AG1. Ah ça c'est plutôt malin en vérité. Quand il a joué ça, je me suis dit, ok, il veut jouer du G4 avec l'idée fou F4, fou G3, H4. Peut-être qu'il veut utiliser sa majorité, mais surtout ses pions pouvant être soutenus par les tours. C'est pas bête. Je décide donc de d'abord interdire l'accès à la case F4 par E5. En effet, en cas de G4, bah, j'ai fou E6 intermédiaire tapant sur C4, menaçant un échec, donc peut-être du cavalier D2. Et là, bah, j'ai la prise. J'ai encore du C5. Je peux même tenter quelque chose qui est assez dangereux. Je peux peut-être jouer du roi H7, forçant du G5 et F5. Et là, en fait, c'est une position qui est magnifique, je trouve, parce qu'en fait, le pion ne peut pas bouger, le fou ne peut pas bouger. Alors évidemment, il faut faire attention aux manœuvres H4, H5, mais le fou, de toute façon, il est perdu. Dès lors qu'il y aura la poussée G5 en G6, le fou va sauter. Mais il n'a pas joué G4, il a joué cavalier D2. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais alors pas du tout. Je vois que bah, son fou n'a vraiment aucune case, et vu qu'il ne m'a pas encore chassé, je fais d'abord fou prend D2, roi prend. Accessoirement, il y a un petit vis-à-vis. Peut-être que je peux l'utiliser, peut-être que non, mais le vis-à-vis existe. Je ne veux pas me prendre d'attaque à base de G4. Je joue donc fou E6 intermédiaire, attaquant le pion C4. Il s'empresse de le protéger avec B3. Et là, coup de massue, roi H7, attaquant le fou, avec juste le monarque. Il n'y a aucun soldat pour lui prêter main forte, mais le fou est complètement enfermé. Je vais donc le gagner, avoir 2 pièces de plus. Mon adversaire abandonne donc au 22e coup, ce qui me permet de faire 5 points et demi sur 9. Et je termine à la 57e place sur 352, avec une performance, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 2110, et surtout un gain de 35 points Elofid. Mon prochain classement est donc de 1995. Je suis encore à 5 points des 2000. J'aurais préféré repasser directement 2000 lors de ce tournoi. Mais 35 points dans un tournoi assez relevé, avec seulement une défaite, je pense que ce n'est pas mal. Bien entendu, je suis encore loin de mon objectif des 2200, mais je m'en rapproche et surtout, je reprends confiance en moi. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.